Bonjour et surtout soyez les bienvenus au nom de toutes les équipes qui m'accompagnent cette semaine en Allemagne pour vous faire assister, visiter en notre compagnie au cours de 2 émissions l'édition 2001 de ce salon de l'automobile de Francfort. Alors déjà cette vue panoramique du pavillon Mercedes vous permet d'entreapercevoir en ce moment au milieu de la foule l'un des plus beaux joyaux automobiles de ce Francfort 2001, la nouvelle SL. Je vous rassure, ne soyez pas inquiets. Nous la reverrons plus tard de beaucoup plus près. Pour le moment, direction le stand Citroën, où nous attend la grande nouveauté française, aux côtés de Lionel Robert, le C3. Un vent de révolte souffle chez Citroën. Le constructeur au passé légendaire, père des tractions avant, 2 chevaux et autres DS, amorce son renouveau. La nouvelle C3 met fin à des années de disette stylistique. Commercialisée début 2002, cette future rivale des Peugeot 206 et Renault Clio ravive la flamme des glorieuses productions frappées du double chevron. Mais si l'ombre de la 2 chevaux plane au-dessus du berceau de la C3, le nouveau-né, fidèle aux lignes du concept car révélé 3 ans plus tôt, se veut résolument moderne et convivial. Je dirais que ce mouvement qui va de l'avant à l'arrière était déjà le cas pour une 2 chevaux, c'est le cas pour une Picasso et c'est le cas aussi pour un C3. C'est quand même une manière de traiter l'espace disponible au sol d'une manière très optimisée, très fluide et surtout d'une très grande simplicité. Aussi haute que la Peugeot 307, la C3 revendique la meilleure habitabilité et le plus vaste coffre de la catégorie. La planche de bord, au traité original, et les multiples espaces de rangement traduisent aussi le caractère à la fois séducteur et fonctionnel de la C3. Proposée en carrosserie 5 portes seulement, la C3 ne remplace pas réellement la Saxo, qui continue en parallèle sa carrière jusqu'à la fin 2002. Elle annonce en revanche le lancement de 2 nouvelles déclinaisons. Le cabriolet C3 pluriel, dévoilé l'an prochain, et la petite C2, rivale de la Twingo l'année suivante. Techniquement, la C3 baigne dans le nec plus ultra, avec sa suspension arrière dotée d'une traverse déformable, inspirée de celle de la 307, une assistance de direction électrique, asservie à la vitesse, un ABS avec répartiteur, associé à une aide au freinage d'urgence, et une architecture électrique multiplexée, similaire à celle de la C5. La plateforme, inédite, annonce un profond changement de stratégie chez Citroën. L'ère du clonage de modèles Peugeot existants est révolue. Au lancement, la gamme C3 se composera de 4 niveaux d'équipement et 5 motorisations de 61 à 110 chevaux, dont 2 nouveaux moteurs HDI développés conjointement avec Ford. Le tarif de base devrait avoisiner les 70 000 francs, soit celui des Clio et 206 équivalentes. Et pour une fois, le look et l'esprit plaident en faveur de la Citroën. Les nostalgiques de la 2 chevaux se sont peut-être trouvé une nouvelle égérie. Et puis autre voiture de rêve, autre voiture de légende de l'automobile du XXIe siècle, la nouvelle Lamborghini, la Murcielago, la nouvelle Lambo de l'ère Audi, nouveau propriétaire de la marque italienne. Jean-Luc Moreau et Étienne Bruet vous préparent pour tout à l'heure un sujet sur cette nouvelle voiture. En attendant, voici un peu plus petit, la nouvelle Polo avec Jean-Luc Moreau. Chez Volkswagen, la grosse nouveauté ne mesure que 3,89 m de long. Mais la fourmi a tout de même pas mal grossi, et avec 15,4 cm de plus que sa devancière, cette Polo, 4e du nom, se rapproche désormais plus d'une cigale. À titre de comparaison, cette nouvelle génération est plus grosse qu'une Golf d'il y a 10 ans. Cela dit, la croissance a du bon, puisque l'habitabilité a fait de sérieux progrès. Seul reproche à ce niveau, si l'espace réservé aux Aux antipodes de la très démocratique Polo, Volkswagen expose également à Francfort la version quasi définitive de la plus fantastique voiture de sport jamais produite, la très exclusive Bugatti 16-4 Veyron.
Plus longue et plus large que le concept car présenté à Genève, cette voiture extraordinaire qui arbore maintenant une livrée rouge Ventoux et noire est tout simplement l'engin le plus performant qui puisse rouler sur route. Le châssis n'a rien à envier au Formule 1 ou au GT qui court au Mans, avec sa structure en carbone et aluminium, ses 4 roues motrices. Quant au moteur de 8 litres de cylindrée, c'est le plus puissant jamais monté dans une voiture de série. Le cœur de l'Aveyron, le voilà, pour vous donner une idée de sa taille. Le mieux, c'est de se mettre à côté. En fait, il s'agit véritablement d'un monstre avec 16 cylindres, 4 turbos, une puissance d'environ 1000 chevaux. Et Bugatti annonce une vitesse maxi qui devrait dépasser les 400 km/h. On annonce même 406 km/h et encore plus fou, une accélération de 0 à 300 km/h en 14 secondes seulement, c'est-à-dire le temps qu'il faut à un Renault Scénic diesel pour atteindre 100 km/h. Développant 1001 chevaux, cette cathédrale mécanique délivre également le couple hallucinant de 1250 Nm, 2 fois plus qu'une Ferrari 550 Maranello et 13 fois plus qu'une Renault Twingo. Et ça n'est pas fini, car la boîte de vitesse à commande séquentielle au volant et commande au plancher possède 7 rapports qui passent chacun en moins de 0,2 secondes grâce à un double embrayage piloté. Le poste de pilotage est tout aussi exceptionnel. Il marie raffinement et luxe avec par exemple un système hi-fi ésotérique mis au point par Dieter Burmester, une référence mondiale en la matière. De regret cependant que d'abord les normes de bruit étouffent quelque peu le chant fabuleux du V16. Et surtout qu'il faille aux alentours de 1 million d'euros, plus de 6,5 millions de francs, pour avoir le bonheur de posséder cet engin extraordinaire. Il y a 2 ans, lors de la création du bureau de design avancé de Jaguar en Angleterre, les designers maison ont été invités à réfléchir sur ce que seraient les Jaguars de demain. Eh bien, voici aujourd'hui, sur ce Francfort 2001, le tout premier fruit de leur réflexion, ce sublime, ce magnifique concept car baptisé Air Coupé qui a priori, je dis bien a priori, ne devrait pas être commercialisé, mais qui sait après tout ce que seront les Jaguars de demain. On en reparle après la pub. Alors à tout de suite, ici à Francfort. Alors comme vous le constatez, le tout nouveau coupé-espace de Renault, l'Avantime, fait décidément bien des émules. En témoigne ce nouvel exemple du prototype d'Opel, le Signum, baptisé aujourd'hui Signum 2. Un concept car de coupé-break qui se caractérise notamment, comme sur le Renault, par, vous le voyez, l'absence de montant central. Du côté de chez Peugeot, on prédit également un bel avenir au break. En témoignent les 2 concept cars présentés ici en première mondiale cette semaine à Francfort, baptisés 206 et 307 SW. SW pour Station Wagon, 2 prototypes qui ont de fortes chances en tout cas d'être commercialisés, d'être dans nos rues dès l'an prochain. Lionel Robert. 3 ans après son lancement, la 206 connaît une 3e déclinaison. Après la berline, déjà produite à 2 millions d'exemplaires, et le coupé cabriolet qui vient de célébrer ses 30 000 unités, voici le break. Enfin, pourrait-on dire, car les délais de livraison imposés par la berline ont retardé la sortie de cette carrosserie très attendue par les petites familles à petit budget. Baptisé SW, le concept présenté à Francfort préfigure la version série commercialisée au premier semestre 2002. Les poignées de porte arrière intégrées au montant et les feux arrière en virgule façonnent le style de cette familiale élégante au caractère sportif. Habitable et compact, le Break 206 a toutes les chances de se faire une place au soleil sur un segment occupé par les seuls Fiat Palio Weekend, Seat Cordoba Vario et Skoda Fabia Combi. Peugeot confirme ainsi sa tendance break à opposer à l'esprit monospace de Renault.
L'autre nouveauté du stand Peugeot, c'est le Break 307, dont le concept, lui aussi baptisé SW, concurrencera prochainement les Renault Scénic et Citroën Picasso. Comme pour la 206, la version dévoilée sur le stand est à quelques détails près celle que l'on retrouvera chez le concessionnaire au printemps prochain. Une automobile qui n'entend pas sacrifier l'agrément de conduite. Nous n'avons fait aucun compromis, c'est-à-dire que nous proposons cette habitabilité, cette luminosité et cette modularité dans une ligne qui reste complètement dynamique et avec un agrément de conduite exactement le même que celui de la berline. Il s'agit pour nous de proposer à nos clients une 307 qui est la possibilité de changer l'intérieur avec des possibilités d'aller jusqu'à 7 places, mais aussi de déplacer les sièges à l'intérieur même de la voiture, et puis avec un toit transparent, de vivre l'intérieur et l'extérieur dans une fantastique luminosité, une fantastique vision 3 dimensions qui n'existe pas dans les autres voitures. Il y aura donc bien 2 versions du Break 307. La première, classique, avec une banquette arrière abattable. La seconde, loisir, avec des sièges individuels escamotables et le fameux toit transparent. Le tout pour un peu plus de 110 000 francs en version de base. Vous en avez déjà vu des photos dans la presse. Voici l'une des voitures les plus attendues sur ce Francfort 2001. L'une de celles qui suscite aussi le plus de commentaires, la 4e et toute dernière génération de BMW Série 7 du haut dessin de Chris Bangle. Un nez arrondi, les fameuses paupières, de grosses roues, un porte-à-faux réduit, une voiture massive, charpentée, très typée marché américain. Nous en reparlerons la semaine prochaine. Pour l'instant, avec Lionel Robert, intéressons-nous à la nouvelle génération également de Ford Fiesta. 12 ans après sa naissance, la Fiesta évolue radicalement. Lionel Robert. Cet arrière ne vous dit rien ? La nouvelle Ford Fiesta avoue pourtant une certaine ressemblance avec la Fiat Punto, comme en témoignent les rampes de feu au perché. Faut-il y voir la fin du Edge Design chez le constructeur américano-européen ? Pas tout à fait. Le profil et la face avant mêlent encore les courbes et les arêtes, mais le style général ne suscite pas grand émoi. Remaniée et restylée jusqu'à plus soif, la précédente Fiesta datait de 1989. Plus longue, plus vaste, la nouvelle génération remet enfin les pendules à l'heure de la concurrence. Nous aurions aimé vous présenter l'habitacle de plus près, mais les modèles exposés sur le stand Ford étaient fermés à double tour. Il faudra donc attendre la commercialisation prévue au printemps prochain pour en découvrir davantage. La nouvelle Fiesta sera alors proposée en 3 motorisations, 2 essences 80 et 100 chevaux et un diesel 1,4 litre de 68 chevaux à injection directe et common rail développé avec Peugeot. Plus originale et plus inattendue, voici la Honda Jazz. Beaucoup plus rock'n'roll dans le design que l'insipide logo, la Jazz renouvelle intelligemment l'offre de Honda sur le créneau des petites. Nouvelle concurrente des Clio et 206, la japonaise brille par son style distinctif qui suit la tendance monocore. Mais c'est l'habitacle qui attire le plus l'attention. D'abord par sa planche de bord originale qui tranche sur la fadeur habituelle des intérieurs des berlines Honda. Ensuite par son habitabilité flatteuse pour la catégorie et sa modularité peu banale. Rabattre les banquettes, ça a toujours quelque chose de très pénible. Alors Honda a peut-être trouvé la solution. 1, je pousse. 2, je rabats. Et d'une seule main, je rabats complètement le siège. La manipulation inverse est tout aussi facile. Je remonte, je soulève. Voilà, simple, non ? Au lancement, en janvier 2002, la gamme Jazz, uniquement disponible en 5 portes, s'articulera autour de 2 versions essence de 78 et 83 chevaux. Ces 2 moteurs de nouvelle génération, baptisés DSI, disposent d'un système d'injection séquentiel et de 2 bougies par cylindre. Cette technologie permet de diminuer substantiellement les consommations. La plus puissante des Jazz se contente de 5,5 litres de sans-plomb au 100 km en moyenne. Une alternative intéressante au diesel. Une information qui en vaut une autre, dépêchez-vous, c'est un conseil, car il n'y en aura pas pour tout le monde, même à 1 700 000 francs. Vous avez en effet sous les yeux la toute dernière version de la série Rolls-Royce Silver Seraph, produite dans l'usine de Crewe en Angleterre. Je dis toute dernière version, car elle est baptisée d'ailleurs Last of Line, puisque fin 2002, le nouveau propriétaire BMW prendra possession des lieux et changera probablement
toute la lignée de ces Rolls-Royce. Elle se distingue par cette carrosserie bicolore et puis des boiseries spécifiques. C'est somptueux comme à l'habitude. À propos de très belles voitures, mais à un échelon en dessous, un petit peu moins cher quand même. Une autre merveille exposée ce mois-ci au Salon de Francfort, la 5e génération de Mercedes SL et puis la nouvelle Lamborghini. Jean-Luc Moreau. Chez Lamborghini, présentation en fanfare de la remplaçante de la Diablo, la Murcielago. Un nom étrange hérité d'un taureau de combat qui fut gracié au 19e siècle pour son exceptionnel courage. Murcielago a donc été choisi pour évoquer force et élégance, et peut-être pour masquer le fait que cette voiture n'est finalement qu'une évolution en profondeur de la Diablo. Cela explique cette impression de déjà-vu et cette ligne à contre-courant de celle des autres supercars. Orchestrée par Audi, désormais propriétaire de la marque, cette évolution a bien sûr porté sur l'esthétique, mais aussi et surtout sur ceux qui ne se voient pas. Ainsi, la mécanique, qui est toujours basée sur le même 12 cylindres en V, a été entièrement revue et répond désormais aux normes de pollution les plus sévères. Doté de systèmes d'admission et de distribution variable, le V12 6 litres 2 développe désormais 580 chevaux. Cela doit permettre à la Murcielago, dont l'aérodynamique a été optimisée, avec notamment des entrées d'air à géométrie variable pour le refroidissement du moteur, de frôler les 330 km/h. La suspension aussi a été repensée et fait appel à l'électronique pour contrôler et modifier les lois d'amortissement. Enfin, l'agrément de conduite devrait être bien meilleur puisqu'il n'y a plus besoin d'avoir des bras de bûcheron pour passer les vitesses. Dommage en revanche que la finition ne soit pas au standard Audi, même si là aussi, des progrès considérables ont été faits. Passons d'un rêve à l'autre et envolons-nous vers les étoiles avec le nouveau Roadster SL Mercedes. Une étoile encore plus brillante que jamais et qui se pare comme son petit frère le SLK d'un toit rigide escamotable qui en fait tout à la fois un cabriolet et un coupé de grande classe. 16 secondes suffisent à opérer la transformation, mais contrairement au SLK, le mécanisme à basculement très sophistiqué permet ici de conserver un volume de coffre raisonnable, même lorsque le toit est replié. Partir avec des bagages pour des voyages au long cours ne sera donc pas un problème, d'autant que l'habitacle conjugue mieux que jamais luxe et raffinement. Les moteurs aussi participent à la magie de l'ensemble. Le SL500 est propulsé par un V8 de 306 chevaux déjà connu. Mais la version 55 AMG hérite du plus puissant moteur jamais monté dans une Mercedes de série. Ce V8 à compresseur développe en effet 476 chevaux et transforme le SL en étoile filante en le faisant passer de 0 à 100 en 4 secondes 7 seulement. Mais la puissance n'est pas seule à prendre le pouvoir. La haute technologie veille à la sécurité des occupants, avec des systèmes d'aide à la conduite que l'on ne trouve sur aucune autre voiture de série. Citons par exemple le système de freinage électro-hydraulique, la suspension active ou le ESP dont l'efficacité n'est plus approuvée. Hélas, pour redescendre de ce nuage, il suffit simplement de jeter un œil aux tarifs. 75 000 €, soit 492 000 francs pour le 500 SL, et 124 236 €, soit 815 000 francs pour la version AMG. Alors, autre nouveauté que vous découvrez aujourd'hui à nos côtés sur ce salon de Francfort, cette Maserati Speeder, puisque vous le constatez, après la Ferrari 360 Modena, c'est au tour de la 3200 GT Maserati de perdre son toit. Dans l'affaire, elle y laisse également ses places arrière, plutôt symboliques, mais surtout, et c'est ça qu'on peut regretter, eh bien, disparaissent également ces feux, ces très beaux feux en boomerang, au profit aujourd'hui de feux beaucoup plus conventionnels. Mais, comme vous le savez, Maserati est propriété de Ferrari, eh bien, dans l'affaire, dans l'opération,
La belle italienne y gagne un moteur Ferrari, celui évidemment de la 360 Modena, un V8 Atmo de 390 chevaux. À propos d'italienne et de belle mécanique, en voici une avec Jean-Pierre Malcher, notre pilote essayeur, à son volant. C'est la version course de la Lamborghini Diablo, la GTR, 600 chevaux. C'est gigantesque et hyper spectaculaire. Action! Lorsque toutes les voitures en piste sont identiques, cela s'appelle une formule monotype. Lorsque toutes ces voitures sont des Lamborghini Diablo GTR de 600 chevaux chacune, cela s'appelle du délire. Pour organiser une telle épreuve, il fallait être gonflé. Ça marche depuis 6 ans. La version course est-elle dérivée de la Diablo routière ou bien est-ce l'inverse? On ne sait plus, peu importe. Tout est spectaculaire, impressionnant, diabolique dans cette machine. Largeur 2,20 m, hauteur 1,10 m, roues monstrueuses, ailerons gigantesques. Et même allégée au maximum grâce à l'utilisation de Kevlar carbone pour la carrosserie, la Diablo GTR accuse 1400 kg à vide. À qui la faute? À ce merveilleux V12 de 6000 cm3, mélodieux, puissant, magnifique, mais lourd et encombrant. Bon, je suppose que ça vous dirait de faire un petit tour avec moi. Allez, montez, je vous emmène. Voilà, on quitte les stands de ce magnifique circuit de Dijon-Prenois. Et on part pour un premier tour de reconnaissance. Le temps de faire chauffer les pneus, les freins et de ressentir les premières sensations. Et je rentre au stand pour les vérifications d'usage et pour demander à Jean-Marc Gounon, le pilote professionnel de l'équipage, ce qu'il pense de sa machine. Pour moi, la très bonne chose, c'est que c'est une voiture qui est rapide en ligne droite, qui a de la puissance. Son inconvénient, c'est le moteur, parce qu'il est lourd, il est très puissant, il est très coupleux, il est linéaire. Moi, je trouve que c'est une des meilleures voitures de trophée qu'on puisse trouver, parce que ça fait des temps autour qui sont très très bons et ça fait des vitesses de pointe élevées. Effectivement, avec 330 km/h, si vous voulez quelque chose de plus rapide, on peut vous proposer ça. Plus sérieusement, au volant de la Diablo, on est d'abord impressionné par la puissance brutale du V12 et surpris par la lenteur de la boîte de vitesse. Inutile d'essayer de passer les rapports à la volée, c'est impossible. Pour bien piloter cette machine, il faut la solliciter sans la brutaliser. Accélérer vite mais progressivement, ne pas freiner en appui, avoir des trajectoires très tendues. Dès que je commence à jouer avec les limites, les 1500 kg me rappellent que je ne suis pas au volant d'une monoplace, mais d'une grosse GT. Ici, dans la courbe la plus rapide du circuit, nous sommes à près de 200 km/h. Toute la difficulté de piloter à la limite une voiture aussi lourde et puissante se résume dans cette séquence. Dans le raidillon de Dijon, une accélération un peu trop vigoureuse se traduit par une petite glissade suivie d'un inquiétant zigzag. En 4e vitesse, et maintenant on utilise toute la puissance. 7000, 7005. À Dijon, la ligne droite n'est pas très longue, mais on atteint tout de même 270 km/h avant le freinage. Après Melbourne, Monza, Spa, Magny-Cours, les heureux propriétaires de Diablo Trophy vont poursuivre leur périple sur les plus beaux circuits du monde. Acte de naissance, Francfort, septembre 2001, voici Talisman de Renault. Concept car, aujourd'hui, qui préfigure en tout cas ce que pourrait être l'habitacle de votre voiture de demain. Confortable, épuré, serein. Ici, dans sa forme et ses matériaux, l'objet induit la fonction, suggère l'utilisation. Et puis à quelques mètres d'ici, une autre voiture qui a priori ne sera jamais commercialisée. Mais qui sait comment sera notre voiture demain? Voici la Jaguar Air Coupé avec Jean-Luc Moreau.
Après la F-Type qui revisitait le concept du roadster dans le plus pur esprit de la légendaire Type E, Jaguar s'attaque aujourd'hui avec le même bonheur au créneau des coupés 4 places de prestige. Certes, la marque affirme que le R coupé n'est là que pour refléter les orientations futures en termes de design, mais on a du mal à croire qu'une si belle réussite puisse rester sans suite. Quoi qu'il en soit, l'équipe du bureau de design avancé dirigée par Yann Kalloum, qui signe aussi les Aston Martin, mérite un coup de chapeau, car le R coupé est indéniablement la plus belle voiture de ce salon. Pour que le ramage se rapporte au plumage, un châssis inédit se cache sous ces lignes évocatrices de puissance. Cette plateforme est conçue pour accueillir un moteur V8 qui ferait de ce grand coupé un redoutable concurrent du Mercedes CL500. L'habitacle enfin n'est pas la partie la moins intéressante, avec une atmosphère qui évoque plus l'univers de la décoration d'intérieur que l'automobile. A l'inverse des habituelles tendances du haut de gamme, le style est ici sobre, mais d'une classe inouïe. On a peaufiné les plus infimes détails jusqu'à plaquer d'argent les instruments de bord, dont la forme évoque les productions de l'horlogerie suisse. En fait, le R coupé est à notre sens la référence actuelle en termes de luxe et de bon goût. Un exemple dont certains autres constructeurs qui confondent originalité et anticonformisme feraient bien de s'inspirer. Alors même si comme moi vous jugez cette Jaguar sublime, eh bien malheureusement elle ne devrait pas être produite, elle ne devrait pas, parce que je compte sur vous pour manifester votre intérêt, pour qu'on puisse enfin profiter, vous voyez, du magnifique V8 qui sera normalement sous le capot, avec une boîte de vitesse comme sur une Formule 1, et surtout du luxe incroyable de cette voiture à l'intérieur, avec du bois. On se croirait vraiment dans un salon. Je vous assure qu'on a beaucoup de chance, nous, de pouvoir s'asseoir dans un modèle comme ça, et on en est conscient en plus. Voilà, et pour tout dire aujourd'hui, eh bien, il reste tellement de nouveautés à voir que je vous donne tout simplement rendez-vous ici même le week-end prochain pour la suite de notre visite de ce salon de Francfort, édition 2001. Au revoir. Turbo continue sur turbo.fr.